Rebonjour, nous allons voir maintenant le cours de déshydratation aiguë en pédiatrie qui représente la complication la plus fréquente et la plus grave des diarrhées aiguës. C'est un cours qui fait suite au cours de la diarrhée aiguë. Comme définition, on définit la déshydratation aiguë comme étant un état morbide en rapport avec une perte d'eau et ou des électrolytes par l'organisme. Il faut savoir que dans 90% des cas, elle est secondaire à une diarrhée aiguë. Il existe 3 types de déshydratation. Une déshydratation dite isonatrémique, où le taux de Na il est normal, le sodium. Une déshydratation dite hyponatrémique, où le taux de sodium il est effondré. Et une déshydratation dite hypernatrémique, où le taux de sodium il est élevé. Les intérêts de la question. Pourquoi on fait ce cours de déshydratation aiguë? Parce que c'est une pathologie qui est fréquente. Elle représente l'une des urgences pédiatriques les plus fréquentes. Parce que c'est une pathologie qui est grave. L'une des principales causes de mortalité infantile. Les étiologies de la déshydratation aiguë sont multiples, dominées dans notre pays par la diarrhée aiguë. La prévention, elle est possible, donc par l'utilisation large des SRO, c'est les sels de réhydratation par voie orale, et elle se fait selon l'application du Programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques devant toute diarrhée aiguë, ainsi que l'éducation sanitaire des mères. Ces intérêts de la question vont définir les objectifs du cours. Bien sûr, pour un futur médecin, il faut savoir reconnaître une déshydratation aiguë et faire un diagnostic positif. Il faut savoir prendre en charge un enfant qui présente une déshydratation aiguë. Il faut savoir éviter les complications de la déshydratation aiguë. Et bien sûr, il faut savoir prévenir d'autres épisodes de déshydratation aiguë. Rappel physiologique. L'eau totale de l'organisme est répartie entre 2 grands compartiments. Le liquide intracellulaire, qui est représenté par l'eau à l'intérieur des cellules. Le liquide extracellulaire, dit eau facilement mobilisable, lui-même subdivisé en 2, le volume plasmatique et le liquide interstitiel. Il faut savoir que chez l'enfant, le pourcentage du liquide extracellulaire est plus élevé que celui de l'adulte, ce qui explique sa grande susceptibilité à la déshydratation. Un autre point bien sûr, un enfant plus jeune ou bien nourrissant ne peut pas réclamer ses besoins et donc ne peut pas demander davantage d'eau qui va compenser les différentes pertes. En raison des besoins de croissance, le bilan hydroélectrolytique doit toujours rester positif chez le nourrisson. La physiopathologie. Donc, il existe 3 types de déshydratation. Commençons par la déshydratation isonatrémique, dite isonatrémique. Donc, le taux du sodium, il est normal, en général 135-145 milliequivalents par litre. Donc, quels sont les mécanismes physiopathologiques? Les pertes de liquide se font toujours aux dépens du liquide extracellulaire. Dans la déshydratation isonatrémique, elles sont sous forme de liquide isotonique. C'est quoi liquide isotonique? C'est-à-dire la même quantité de l'eau perdue égale à la même quantité du sodium perdu. C'est-à-dire au niveau du liquide extracellulaire, on a perdu une quantité X d'eau qui est égale à la même quantité X du sodium. Donc, ici, la concentration de liquide extracellulaire n'est pas modifiée et elle est égale à la concentration de liquide intracellulaire, d'où les mouvements d'eau entre le milieu intracellulaire et extracellulaire sont nuls. Il n'y a aucun mouvement de liquide. Donc, si les pertes sont très importantes, ici on a un risque d'atteinte circulatoire avec perturbation de la régulation rénale, c'est-à-dire au niveau de liquide extracellulaire, si on a une perte d'eau très importante, donc on a un risque d'atteinte circulatoire qui est bien sûr le choc hypovolémique. Lorsqu'on a un choc hypovolémique, on a une hypoperfusion rénale
et comme conséquence, on a une insuffisance rénale fonctionnelle. Le deuxième type de déshydratation, c'est la déshydratation dite hypernatrémique. Pourquoi? Donc, lorsqu'on mesure le taux du sodium, il est élevé. Donc ici, les pertes aux dépens du liquide extracellulaire sont dites hypotoniques, c'est-à-dire on a une perte d'eau qui est supérieure à une perte du sodium. Donc le milieu extracellulaire devient plus concentré que le milieu intracellulaire et il va y avoir une sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, d'où une déshydratation intracellulaire. Ici, par contre, les perturbations hémodynamiques sont minimes, à condition bien sûr que la prise en charge soit rapide. Le troisième type, c'est la déshydratation hyponatrémique. Hyponatrémique, c'est-à-dire on a un taux de sodium qui est effondré. Donc, on a une perte du sodium qui est plus importante que la perte d'eau. Dans le milieu extracellulaire, donc, on a une hypoconcentration car les pertes aux dépens de liquide extracellulaire sont hypertoniques, c'est-à-dire une perte plus importante du sodium par rapport à celle de l'eau. Donc, il va y avoir un mouvement d'eau entre les deux compartiments liquidiens avec deux conséquences. Une perte importante du liquide extracellulaire avec risque de collapsus sévère avec insuffisance rénale fonctionnelle et une hyperhydratation parce qu'il y a l'entrée de l'eau de l'extracellulaire vers l'intracellulaire. Donc on a une hyperhydratation intracellulaire avec risque de troubles de la conscience, coma et sclérose. Le diagnostic positif, qui est le premier objectif du cours. Il faut savoir reconnaître un patient qui présente une déshydratation aiguë. Donc, le diagnostic positif, il est facile dans la déshydratation iso- et hyponatrémique. Pourquoi? Tout simplement parce que les signes de déshydratation sont très clairs. Il est par contre difficile dans la déshydratation hypernatrémique, d'où la symptomatologie qui peut être particulière. Quelles sont les circonstances de découverte de la déshydratation? Dans 90% des cas, elle survient après un épisode de diarrhée ou de vomissement mal pris en charge. Dans ce cas, le diagnostic, il est facile. Donc la maman ramène son enfant, elle déclare que son enfant avait quelques jours auparavant une diarrhée ou des vomissements et que maintenant il présente une perte pondérale, donc le diagnostic, il est facile. Le mode de début, il est souvent brutal dans la déshydratation hypernatrémique et il est insidieux dans la déshydratation hypo- et isonatrémique. L'examen clinique. Le signe le plus important, comme on a déjà vu dans le cours des diarrhées, qui est le pourcentage de perte pondérale. Apprécier la perte du poids. On a déjà vu donc la méthode comment calculer le pourcentage de perte pondérale à condition qu'on se dispose d'un poids antérieur. Donc la méthode, c'est le poids antérieur moins le poids actuel sur le poids antérieur qu'on multiplie par 100 et qu'on trouve un pourcentage de perte pondérale. C'est un élément qui est très important et qui permet de chiffrer le degré de la déshydratation, mais à condition bien sûr d'avoir un poids plus récent. Si on a un enfant ou un nourrisson qui est obèse ou trophique, cela fait évoquer une déshydratation hypernatrémique, comme on a déjà vu dans le chapitre physiopathologie, parce que les pertes donc sont, c'est-à-dire le liquide extracellulaire, il est important. Donc, si on ne dispose pas de poids antérieur, on va se contenter donc des signes de déshydratation qu'on doit les apprécier. Et on a deux types de signes de déshydratation. Les signes extracellulaires, donc en plus de la perte pondérale, on a le pli cutané qui est persistant.
On a la fontanelle antérieure qui est déprimée. En général, la palpation de la fontanelle antérieure se fait en position assise et non pas en position couchée. Et bien sûr, les globes oculaires qui sont excavés. Pour les signes intracellulaires, on a la soif, l'hypotonie des globes oculaires, la sécheresse des muqueuses, la fièvre et les troubles de conscience. Le diagnostic de gravité. Comment faire ce diagnostic de gravité? Premièrement, il faut apprécier l'état hémodynamique à la recherche de signes de choc hypovolémique. Donc, il faut savoir apprécier la chaleur des extrémités. En général, lors d'un état de choc, il y a la froideur des extrémités. Le pouls, s'il est filant, donc on est dans un état de choc. La circulation périphérique, les marbrures, bien sûr, il existe lors de l'état de choc. Un temps de recoloration cutanée au-delà de 3 secondes qu'on apprécie donc dans la partie inguéale, bien sûr. Une tension artérielle abaissée, une diurèse diminuée, voire oligoanurie. Donc des signes de choc précoces devant évoquer d'emblée une déshydratation hyponatrémique. Donc pourquoi une déshydratation hyponatrémique? Donc parce qu'il y a la perte de sodium plus que la perte d'eau. Donc l'eau extracellulaire va pénétrer à l'intérieur de la cellule et on a une déshydratation très importante dans le secteur extracellulaire, bien sûr. Le deuxième point, c'est apprécier l'état neurologique. Les signes neurologiques qui peuvent exister sont l'irritabilité, l'agitation, les convulsions, en général lors de déshydratation hypernatrémique, les troubles de conscience, coma, dans les déshydratations hypo- ou hypernatrémiques. Le troisième point, c'est la recherche des signes d'acidose métabolique, dyspnée cinématéria, les myosies serrées et les marbrures, par mauvaise perfusion périphérique. Évaluer le degré de la gravité de la déshydratation. Donc, comment savoir si cette déshydratation elle est sévère ou pas? On se basera soit sur le degré de perte pondérale, qu'on a déjà vu. Une déshydratation est dite légère lorsqu'on a un pourcentage de perte de poids moins de 5%. Une déshydratation, elle est dite modérée lorsque la perte de poids elle est entre 5 et 10%. Et elle est dite sévère lorsque la perte de poids elle est au-delà de 10%. L'évaluation de la gravité également se base sur l'importance des signes cliniques, le tableau qu'on a déjà vu dans le cours de diarrhée aiguë, et l'état hémodynamique, bien sûr, s'il existe donc des signes de choc, des signes d'acidose, ou des signes d'hypokaliémie. Donc, on résume ce quatrième point. Comment savoir si cette déshydratation elle est grave? Donc, si on a une perte pondérale qui est au-delà de 10%, si on a des signes cliniques donc de déshydratation sévère sur le tableau, ou bien si on a des signes bien sûr de gravité ou de complications. Donc, une déshydratation est dite légère, bien sûr, lorsqu'on a une perte de liquide de 50 cc par kilo, soit 5% de poids corporel. Dite modérée lorsqu'on a une perte de entre 50 à 100, bien sûr, ou bien 5 à 10% du poids corporel, sans signe de gravité. Et elle est dite sévère, lorsqu'on a une perte au-delà de 100 cc par kilo ou bien au-delà de 10%, bien sûr, ou bien si on a une déshydratation qui est modérée associée aux signes de gravité qui sont soit les signes de choc ou bien des signes de morbidité. Le troisième point, c'est la biologie. La biologie qui est nécessaire lors de la déshydratation. Il faut d'abord confirmer l'état de déshydratation par le moyen donc d'hémoconcentration, une hyperprotidémie, élévation de taux des hématocrites, une glycémie qui peut être élevée en dehors d'un diabète bien sûr, par signe d'hémoconcentration et cette glycémie qui doit se normaliser après la réhydratation. Deuxièmement, il faut savoir typer une déshydratation, c'est-à-dire préciser le type. Une déshydratation, elle est dite
isonatrémique lorsque le taux de Na il est situé entre 130 et 150. Elle est dite hyponatrémique si le taux de Na il est inférieur à 130 et elle est dite hypernatrémique si le taux de Na il est au-delà de 150. Le troisième point, c'est confirmer l'insuffisance rénale fonctionnelle. Elle est dite fonctionnelle parce que normalement, il n'y a pas d'atteinte organique et que tout va se rentrer dans l'ordre après, bien sûr, une bonne prise en charge de la déshydratation et une bonne réhydratation. Donc, comment diagnostiquer une insuffisance rénale fonctionnelle? Bien sûr, par la mesure de taux des l'urée sanguin, de la créatine, qui sont normales, bien sûr, ou peu élevées. Le diagnostic des signes d'acidose métabolique décompensée, avec le taux des bicarbonates, bien sûr, qui est inférieur à 18 en général, qui est éventré. Le diagnostic étiologique. Quelles sont donc les causes de la déshydratation? On a 3 grands points de cause de déshydratation. Le premier, c'est la déshydratation par diminution des apports. Le deuxième, c'est la déshydratation par augmentation des pertes. Et le troisième, c'est la déshydratation par déplacement des liquides. Donc, pour la déshydratation par diminution des apports, soit un régime inadéquat, surtout pour les jeunes nourrissons. On a déjà vu que le jeune nourrisson ne réclame pas ses besoins, c'est-à-dire il ne peut pas demander de l'eau ou bien demander du lait. Donc, un régime inadéquat que la maman donne une quantité insuffisante à son enfant, soit lors d'une anorexie tenace et prolongée qui est secondaire à une autre pathologie ou un autre état, c'est-à-dire neurologique grave par exemple ou compliqué, ou bien lorsqu'on a des troubles de la déglutition. Donc ces 3 étiologies peuvent engendrer une déshydratation par diminution des apports. Le deuxième point, c'est la déshydratation par augmentation des pertes. On a l'augmentation des pertes insensibles et augmentation de la sudation, par exemple lors des coups de chaleur, en été, par exemple lors des bronzages et tout, les états fébriles, donc il y a une sudation qui est élevée, l'hyperventilation, la mucoviscidose et la thyréotoxicose. Le deuxième point, l'augmentation des pertes rénales, soit lors des diurèses osmotiques, on a donné un exemple comme le diabète sucré, ou bien le syndrome de levée d'obstacle, soit lors des diurèses non osmotiques, comme le diabète insipide, néphrogénique ou bien hypophysaire, et les états de perte de sel. On donne l'exemple bien sûr, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Le troisième point, c'est les pertes gastro-intestinales. Bien sûr qu'on a déjà vu pour le cours diarrhée, c'est la cause la plus importante qui peut engendrer une déshydratation chez le nourrisson, c'est les diarrhées aiguës, également les vomissements, les fistules, les aspirations digestives et tout. Le troisième point, c'est la déshydratation par déplacement de liquide, c'est-à-dire le liquide va se déplacer du milieu extracellulaire qui est l'intravasculaire bien sûr, vers le milieu interstitiel et on cite comme exemple donc la déshydratation sans perte de poids. C'est les œdèmes bien sûr et l'acide. On trouve un enfant qui est déshydraté pour le secteur extracellulaire intravasculaire, mais la quantité du liquide, elle n'est pas perdue, mais déplacée vers le secteur interstitiel et on aura une déshydratation avec plutôt sans perte pondérale ou avec un gain pondéral. Arrivons au chapitre prise en charge. Bien sûr, qui est le deuxième objectif du cours, il faut savoir prendre en charge un enfant qui présente une déshydratation aiguë. Quels sont les buts de cette prise en charge? C'est de rétablir l'équilibre hydroélectrolytique. D'accord, entre le cycle entérosystémique de l'eau, entre les phénomènes d'absorption et de sécrétion. Donc, il faut rétablir cet équilibre. Il faut corriger le collapsus et l'acidose, ainsi corriger toutes les complications qui accompagnent la déshydratation. Il faut prévenir les complications, si elles n'existent pas. Et bien sûr,
traitement de la cause de la déshydratation. Pour les moyens, on a les solutés de réhydratation par voie orale, SRO, d'où leur composition est expliquée donc dans le cours de diarrhée aiguë. Les solutés de réhydratation parentérale, on a le SSI qui est le sérum salé isotonique, le SBI qui est le sérum bicarbonaté isotonique utilisé lors d'acidose, le SGI qui est le sérum glucosé isotonique, les électrolytes et le CIR qui est les solutés de réhydratation intraveineuse. On a les macromolécules telles que le plasmagène, l'albumine et les antibiotiques. La conduite pratique du traitement. Le premier chapitre, on a le traitement symptomatique qui est la réhydratation. Bien sûr, la décision du type de la prise en charge dépend du degré de la déshydratation, c'est-à-dire le pourcentage de perte pondérale. On a une déshydratation inférieure à 10%, c'est-à-dire soit elle est minime, inférieure à 5%, soit elle est modérée, entre 5 et 10%, et bien sûr sans signe de gravité. On a déjà vu que lorsqu'une déshydratation modérée elle est associée avec des signes de gravité, elle est classée comme sévère. Donc, si on a une déshydratation inférieure à 10% sans signe de gravité, la prise en charge elle est en ambulatoire. Donc, soit à domicile si elle est inférieure à 5%, ou bien à l'hôpital du jour et continuer à domicile après les 4 heures et après donc une bonne évolution bien sûr. Donc cette prise en charge se fait par une réhydratation orale avec SRO, voire cours de diarrhée aiguë et bien sûr le régime diététique pour la diarrhée. Dans le deuxième cas, lorsqu'on a une déshydratation au-delà de 10%, soit une déshydratation sévère où le pourcentage de perte de poids il est supérieur à 10%, ou bien une déshydratation modérée associée avec des signes de gravité. Ici, la prise en charge se fait à l'hôpital, c'est-à-dire c'est l'indication de l'hospitalisation, et la réhydratation se fait par voie intraveineuse. Commençons par une mise en condition. Il faut mettre le malade en position de sécurité, libérer les voies aériennes supérieures par aspiration si nécessaire, placer un sachet collecteur des urines qui est très très important afin de surveiller également la diurèse, c'est-à-dire quantifier la diurèse et pratiquer une chimie des urines. Le monitoring des fonctions vitales, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et de la tension artérielle afin de guetter par exemple un état de choc. Prise de 2 voies d'abord pour bilan réhydratation et bien sûr établir une feuille de surveillance horaire. Le schéma de réhydratation. Donc, selon le schéma national, il existe donc 3 phases. Il existe la prise en charge de la déshydratation isonatrémique, la prise en charge de la déshydratation hyponatrémique qui est identique à celle de l'isonatrémique avec ce qui est en plus la correction de l'hyponatrémie et bien sûr la prise en charge de la déshydratation hypernatrémique. Commençons par la déshydratation isonatrémique. Il existe 3 phases. La phase 1, c'est entre H0 et H2. H, c'est l'horaire, c'est-à-dire entre 0 heure et 2 heures. Elle consiste donc c'est la réparation de la moitié des pertes antérieures. On a défini la déshydratation sévère comme une perte liquidienne estimée à presque 100 cc par kilo. Donc, si on parle de réparation de la moitié des pertes, c'est-à-dire la moitié de 100 cc par kilo, c'est de 50 cc par kilo. Donc, on doit réparer cette perte de 50 cc par kilo entre le temps de H0 et H2. Donc, entre H0 minutes et 30 minutes, on donne 20 cc par kilo de sérum salé isotonique. En cas d'acidose métabolique sévère évoquée sur les signes cliniques, on peut utiliser le sérum bicarbonaté à la place du sérum salé.
entre 30 minutes et H2, on donne les 30 cc par kilo de sérum salé isotonique. Ici donc, les 20 cc par kilo plus les 30 cc par kilo égale 50 cc par kilo qui représente la moitié des pertes antérieures. Donc faire le point à H2. La surveillance, il faut savoir que la surveillance, elle est très très importante en cas de prise en charge de déshydratation. Donc faire le point à H2, il faut donc surveiller la reprise de la diurèse, si le malade il a uriné ou pas. Donc la reprise de la diurèse, c'est un signe très important d'une bonne réhydratation ou bien d'une réhydratation qui est efficace. Faire un LABSTIX, qui est une chimie des urines bien sûr, et une densité urinaire. Ici on fait le LABSTIX afin de guetter par exemple les anomalies d'un diabète par exemple, la glucosurie, l'acétonurie et tout. Donc si on n'a pas de reprise de la diurèse, donc peut-être que la réhydratation n'est pas efficace, c'est-à-dire par exemple l'abord ou bien la perfusion n'est pas passée correctement, donc il faut vérifier pour guetter les causes. Donc s'il n'y a pas de cause, on peut ajouter 10 à 20 cc par kilo de sérum salé isotonique. Normalement, la diurèse doit reprendre après cet ajustement. Si toujours pas de diurèse, bien sûr, donc on doit suspecter une insuffisance rénale organique. Passons à la phase 2, qui est entre H2 et H24. Cette phase également, elle est divisée en deux parties. Entre H2 et H6, c'est la réparation de l'autre moitié des pertes antérieures, c'est-à-dire les 50 cc par kilo qui restent. Mais cette fois-ci, c'est pas, donc on les donne pas en qualité de sérum salé isotonique, mais en soluté spéciale pour réhydratation qui est le SRH. Ce SRH, il est composé de sérum glucosé à 5%, 1 litre, 3 g de NaCl, 2 g de KCl, 1 g de gluconate de calcium et 0,5 g de chlorure de magnésium. Ils sont appelés donc les solutés de réhydratation par voie intraveineuse. Toujours faire le point à H6. Donc la surveillance, elle doit se faire toujours à la fin de chaque phase. À H6, on doit peser l'enfant, donc pour voir si l'enfant donc il a gagné du poids, qui est le deuxième élément d'une réhydratation efficace. Il faut voir l'état d'hydratation qui doit être satisfaisant, apprécier les pertes en cours. Les pertes en cours, c'est par exemple l'enfant continue à faire des diarrhées. Il faut les apprécier, ces pertes en cours, afin de les compenser par la suite. Donc, entre H6 et H24, la deuxième phase de la phase 2, donc on doit donner les besoins d'entretien plus les pertes en cours. Les besoins d'entretien sont donnés sous forme d'une ration de base, à raison de 100 cc par kilo, toujours de soluté de réhydratation par voie intraveineuse, plus les pertes en cours. Donc, ces pertes en cours seront données sous forme de SRO par voie orale, selon les pertes, ou bien IV si la voie orale, bien sûr, elle est impossible. Donc, comment apprécier ces pertes en cours? Donc, si l'enfant présente inférieur à 6 selles par jour, ces pertes en cours sont estimées à 25 cc par kilo. Si il fait entre 6 à 10 selles par jour, ils sont estimés à 50 cc par kilo. Et s'il continue à faire plus de 10 selles par jour, donc on donne 75 cc par kilo. Si les nombres de selles ne peut pas être calculés, on donne d'emblée les pertes en cours sous forme de SRO ou bien de SRH, c'est-à-dire les solutés de réhydratation par voie intraveineuse. On donne d'emblée la quantité de 75 cc par kilo. Toujours faire le point à la fin de chaque phase, donc après H24, le point
doit se faire également sur le gain pondéral, l'état d'hydratation et estimer toujours les pertes en cours. Et un examen biologique, c'est faire une fonction rénale si, bien sûr, la première fonction rénale était perturbée. Donc, la phase 3, c'est au-delà de 24 heures, c'est-à-dire et les jours suivants. Donc, on commence une réalimentation lactée rapidement progressive, bien sûr, et bien sûr poursuivre la réhydratation par l'intermédiaire des SRO, donc par voie orale. Donc, si on essaye de résumer cette prise en charge de la déshydratation isonatrémique, on a la phase 1, c'est la réparation de la moitié des pertes antérieures, c'est-à-dire 50 cc par kilo. La phase 2, c'est la réparation de l'autre moitié, c'est-à-dire les 50 cc par kilo qui restent, avec faire donc les besoins d'entretien qui est une ration de base, avec une correction des pertes en cours sous forme SRO si la voie orale elle est c'est-à-dire possible. La phase 3, donc c'est continuer la réhydratation sous forme SRO par voie orale. Pour le deuxième type de déshydratation, c'est la déshydratation hyponatrémique. Donc, c'est presque la même ou bien les mêmes étapes que la déshydratation isonatrémique, avec une différence, bien sûr. Ici, donc, pour la phase 2, entre H2 et H6, ici, en plus de la réparation de la deuxième moitié, on fait une correction ici entre H6 et H24. Ici entre H2 et H6, on donne une correction de la natrémie, donc sous forme de chlorure de Na à 10% selon cette formule. Donc, comment calculer la quantité du sodium à administrer? Donc, on fait 135, qui est la valeur normale de la natrémie, moins la natrémie du malade, bien sûr exprimée en milli-équivalent par litre, qu'on multiplie fois 0,3 et qu'on multiplie fois le poids de l'enfant. On trouve ici donc la quantité du sodium à administrer afin de corriger l'hyponatrémie. Sinon, le reste, c'est la même chose comme donc la déshydratation isonatrémique. Passons maintenant à la déshydratation hypernatrémique. Donc, dans la déshydratation hypernatrémique, il faut éviter la chute brusque de la natrémie, qui ne doit pas dépasser les 10 à 15 milli-équivalents par litre par jour. Donc, afin d'éviter les complications et surtout l'œdème cérébral. Donc, la réparation des pertes antérieures se fait sur 48 heures au lieu de 6 heures. On a également deux phases importantes. La première phase, c'est en cas d'état de choc. Donc, ici, c'est la situation elle est critique. Donc, la phase 1, entre H0 et H2, on donne donc la moitié de la moitié des pertes, c'est-à-dire 20 cc par kilo d'une soluté. Ici, les solutés données sont sous forme de moitié sérum salé isotonique et moitié sérum glucosé isotonique ou bien albumine. Donc, faire le point à H2 par l'amélioration de l'état hémodynamique, la reprise de la diurèse, faire un lapstick et une densité urinaire. La phase 2, donc ici, elle est entre H2 et H48 au lieu de H2 et H6. Donc, elle est divisée en deux parties. Entre H2 et H24, c'est la réparation de la moitié des pertes antérieures, plus besoin d'entretien. La moitié des pertes, qui est 20 à 30 cc, le reste de la moitié des pertes, plus un besoin d'entretien, comme on a déjà vu, qui est sous forme de ration de base à 10 cc par kilo. Ici, donc,
la première phase, on a donné les solutés sous forme moitié-moitié, donc moitié sérum salé, moitié sérum glucosé. Ici, on donne un quart sérum salé et 3/4 sérum glucosé et avec une correction de l'hypokaliémie. Ici, on donne 20 mg par litre de KCl plus donc le gluconate de calcium à 2 mg par kilo. À H6, il faut apprécier les pertes en cours, toujours données sous forme de SRO selon donc les pertes en cours ou bien par voie IV si la voie orale est impossible. Faire le point à H24 bien sûr par l'estimation du gain pondéral d'état d'hydratation et bien sûr la natrémie parce qu'on a une hypernatrémie donc on doit faire un ionogramme. Entre H24 et H48, réparation de la deuxième moitié des pertes antérieures donc qui est 50 cc par kilo plus toujours besoin d'entretien selon les solutés 1/4 et 3/4. Donc ici, ce qui fait la différence entre la déshydratation natrémique, ici donc c'est une réhydratation étalée sur 48 heures, donc afin de diminution de la natrémie, donc d'une façon progressive pour éviter les complications, entre autres l'œdème cérébral. Pour la phase 3, c'est H48 et les jours suivants. Bien sûr, c'est la même, c'est la réalimentation lactée rapidement progressive et poursuite de la réhydratation orale si nécessaire à l'aide des SRO. Donc, en cas d'absence d'état de choc, la réhydratation également se fait sur 48, mais maintenant, donc sous cette formule, entre H0 et H24, c'est la réparation de la moitié des pertes 150 cc par kilo, c'est-à-dire c'est la réparation de la moitié des pertes plus les besoins d'entretien. Donc 50 plus 100, c'est les 150 cc par kilo de soluté. 1/4 toujours sérum salé isotonique, 3/4 sérum glucosé, plus le KCl, plus le calcium. Et entre H24 et H48, réparation bien sûr de l'autre moitié plus besoin d'entretien, c'est les 150 cc par kilo également la deuxième journée. L'évaluation clinique donc se fait à H2, H6, H12, H24 et H48 comme on a déjà vu à la fin de chaque phase. L'évaluation également biologique, un ionogramme et un bilan rénal à H12, H24 et H48. Tout ça donc c'est le traitement symptomatique de la déshydratation. On associe bien sûr le traitement étiologique. Quel que soit le type de déshydratation, il faut traiter la cause. Donc, on ne va pas détailler ici la cause parce que le but de ce cours, c'est de prendre en charge une déshydratation aiguë. L'évolution et les complications. Donc, c'est le troisième objectif de ce cours, c'est éviter les complications ou bien si elles existent, les traiter. Les complications rénales surviennent à la suite d'un collapsus sévère et prolongé. Donc, lorsqu'on a un collapsus sévère, donc c'est un état de choc hypovolémique, donc une hypoperfusion rénale et c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, elle se manifeste cliniquement par une oligoanurie, soit une oligurie, c'est-à-dire la diminution de la diurèse, ou bien anurie, c'est l'absence de la diurèse, qui est persistante malgré une réhydratation. Donc, si l'insuffisance rénale fonctionnelle persiste, ici, on doit parler d'une atteinte organique par nécrose, bien sûr, si la déshydratation se prolonge et la prise en charge, elle est retardée. Donc, cette insuffisance rénale organique, elle est diagnostiquée par la présence d'hématurie, de protéinurie, de gros reins à la palpation. Les principales complications, donc, on suspecte la thrombose des veines rénales, les tubulopathies aiguës et la nécrose corticale, qui est l'étiologie la plus fréquente. Deuxième type de complications, ce sont les complications neurologiques. L'expression clinique, c'est des convulsions. Les causes, soit par des hypocalcémies, une hyperhydratation cellulaire avec œdème cérébral, c'est pour ça lors de l'hypernatrémie, on doit donc réhydrater d'une manière prolongée, c'est-à-dire un schéma étalé.
Une réhydratation rapide avec chute brutale de la natrémie. Donc, si on a des convulsions prolongées sans cause métabolique, donc recherchez une thrombose veineuse intracrânienne ou bien un hématome sous-dural, d'où l'intérêt de faire l'ETF qui est l'écho-transfontanelle pour un nourrisson ou bien un scanner cérébral. L'évolution en général pour les complications neurologiques en dehors des complications métaboliques, c'est-à-dire l'hypocalcémie ou bien l'hypernatrémie, donc c'est une évolution qui est tragédique par la mortalité, par les simples retard d'acquisition ou bien déficience mentale ou bien une commissalité. La prévention, qui est un chapitre qui est très important et qui représente le 4e objectif de ce cours. Donc, on a 3 types de prévention également. Une prévention est dite primaire, c'est-à-dire c'est la prévention de l'épisode de diarrhée. Ici, se fait par l'encouragement de l'allaitement maternel, l'amélioration, c'est-à-dire c'est la prévention de la survenue de la diarrhée. Donc, encourager l'allaitement maternel, parce que le lait maternel contient donc des anticorps qui va, c'est-à-dire prévenir l'enfant contre les infections et tout. Donc, amélioration des conditions d'hygiène individuelle par le lavage des mains pour la maman, stérilisation des biberons et bien sûr l'hygiène collective par l'eau potable. Et le contrôle diététique du nourrisson. Tous donc ces mécanismes vont prévenir la survenue des diarrhées aiguës. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est la prévention. Donc le malade, il est là, il présente des diarrhées, mais on doit prévenir l'installation de la déshydratation. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Comment prévenir la déshydratation? C'est par la bonne prise en charge des diarrhées, par l'utilisation large des acéraux, le régime diététique adéquat et bien sûr l'éducation sanitaire des mères. La prévention tertiaire, donc le malade il est là, il a fait ses diarrhées, il a fait donc la déshydratation aiguë, mais on doit prévenir les complications de cette déshydratation aiguë. Par quel biais? Donc par le biais de réhydratation bien faite selon le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques. Donc, comme conclusion, il faut savoir que la déshydratation est une urgence pédiatrique fréquente. Donc, elle est secondaire à une diarrhée aiguë dans 90% des cas, dont la prise en charge repose sur la réhydratation bien conduite permettant de diminuer la mortalité et la morbidité. Mais le meilleur traitement reste bien sûr la prévention. À la fin de ce cours, je voulais vous rappeler juste pour les objectifs de ce cours. Donc, pour un futur médecin, le premier objectif pour le cours de déshydratation, c'est de savoir poser le diagnostic de déshydratation, reconnaître cette déshydratation, savoir la typer, c'est-à-dire iso, hypo ou hypernatrémique, et savoir diagnostiquer la sévérité, déshydratation légère, modérée ou sévère. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est prendre en charge cette déshydratation, bien sûr, par l'intermédiaire de l'application de programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques, le plan C, parce que le plan A et B, c'est pour les diarrhées aiguës. Le troisième objectif, c'est quoi? C'est guetter les complications. Si elles existent, les traiter. Si elles n'existent pas, les prévenir. Donc, bien sûr, par reconnaître les complications d'une déshydratation et les bien prendre en charge. Et le quatrième objectif, bien sûr, c'est le chapitre prévention. C'est savoir prévenir une diarrhée aiguë, la survenue de diarrhée aiguë. Et c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Savoir prévenir l'installation de déshydratation. C'est ce qu'on appelle donc la prévention secondaire, surtout par l'administration des acéraux qui est le point le plus important. Et bien sûr, la prévention tertiaire, c'est savoir guetter et prendre en charge les complications de la déshydratation. Je vous remercie et bien sûr, je reste à votre disposition s'il existe des questions ou bien des lacunes pour ce cours.
Et merci pour votre attention et bon courage.